Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Salut, prenez c'est quoi, Frigo, Modo, ce matin qui n'est pas encore là, donc ouais, on va prendre un café. Oh, on va prendre une coupe de champagne tout de suite, je crois. Allez, vous une coupe de champagne, Marie, c'est pourquoi vous? Ah bah vous avez pas de micro, Ma vous chef buvez pas. Maud. Pas de micro, pas de Qu'est-ce qui se chocolat passe chaud. Comment Qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, je fais tout comme ma chef Maud. Alors, si elle prend du champagne, je la suis. Oh, bon, Le on va voilà, dire que je le rends voilà. l'équipe alcoolique, tout Il ça. se fait attendre. Non mais il arrive avec ça, avec sa tasse raide là. en non, mais soutien aux forces de il se l'ordre. prend pour qui? Bonjour Stanislas. Bonjour, bonjour. Il casse tout. Ah oui, pardon, désolé. J'ai. Non mais jolie cravate. En revanche. Merci beaucoup. Ouais. C'est un Mal. cadeau d'amis. C'est vrai? Ouais. C'est qui? Bah, d'amis avec un S. Pas Très IE. bien. Mais. Ils ont mis plusieurs pour acheter la mais- cravate. Non mais c'est très mignon. Allez, parlons plus sérieusement. Stanislas Frigo, je vous laisse commencer peut-être avec ce que vous voulez. Bah, écoutez, sur Crépol, c'est l'un des sujets, notamment du dernier Valeurs Actuelles, que vous avez partagé tout à l'heure. J'ai vu que vous en aviez parlé. Pourquoi Crépol? Parce que ça fait maintenant un an que ce drame s'est déroulé dans la nuit du 18 au 19 novembre. C'est la nuit qui a vu Thomas mourir suite à ses blessures infligées lors d'une soirée où des jeunes français souhaitaient simplement s'amuser entre eux, des copains du rugby, des personnes qui partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes envies. Et au cours de la nuit, une bande de sauvages, des hordes de racailles, il n'y a pas d'autre mot, sont venus gâcher la fête, au sens propre et figuré. Et lorsque la bagarre éclate, les rugbyman ont leurs poings, et en face, il y a des lames. Et ces lames ont conduit à de nombreuses blessures, et évidemment à la mort de Thomas Perrotto. Et j'ai eu l'occasion de me rendre à Crépol il y a de ça quelques mois, et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui étaient sur place à l'époque. J'ai pu non pas venir en tant que politique entre guillemets ou avec des caméras ou avec beaucoup de monde, mais j'ai pu passer la soirée avec ces gens-là dans une fête, dans un moment qui pouvait ressembler à ce qu'ils ont vécu il y a quelques mois auparavant, avant le décès de Thomas. Et c'est une jeunesse, des personnes qui ont la tête haute, qui ont le regard dur, qui ont vécu l'horreur et pourtant qui continuent de travailler, qui continuent de s'amuser, qui veulent affronter les difficultés de la vie. Et c'est pour toutes ces personnes-là qu'on continue le combat politique, qu'on continue le combat des idées, qu'on a envie que ce drame cesse. Et tant qu'il y aura des amis comme ceux que Thomas a pu avoir, comme ceux de Crépol, nous continuerons de nous battre pour faire entendre leur voix aussi, parce que beaucoup ont essayé d'invisibiliser les victimes, les proches et les familles des victimes. Et nous avons décidé, je crois, notamment notre génération, de ne plus se taire, de ne plus baisser la tête et de tout faire pour qu'il n'y ait plus de Thomas, qu'il n'y ait plus de Lola, qu'il n'y ait plus de Philippine. Et c'est, je crois, le sens de l'engagement de beaucoup aujourd'hui. Et ceux qui ne le sont pas encore engagés, je crois que c'est le moment de le faire si vous ne voulez pas un jour ou l'autre connaître des drames similaires. Merci beaucoup Stanislas Frigo. L'addition. Alors effectivement, on en parlait ce matin avec Nicolas Boutin qui publie une enquête dans Valeurs Actuelles sur l'enquête justement liée à l'affaire Crépol, à Thomas, qui a donc été tué il y a un an, quasiment jour pour jour. On n'a toujours pas en fait, on connaît plus ou moins évidemment les profils de l'agresseur, des agresseurs, mais officiellement pas encore, enfin bon bref. Et il nous parlait, Nicolas Boutin, ce matin d'une omerta. Malgré tout ce qu'on sait, malgré les images, malgré les hommages, malgré tout, il y a une omerta, il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Et ce qu'il expliquait, c'est que dans le procès, au cours du procès des audiences, on ne peut pas parler d'immigration, on ne peut pas parler d'insécurité. Il y a des mots qui sont interdits encore. Eh ben, écoutez, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a de ça un an, mais vraiment jour pour jour. Je me suis retrouvé sur un plateau de BFM à parler de cette affaire. Et à ce moment-là, je parle d'insécurité, je dis que c'est l'immigration, etc. Et au moment où je dis ça, tout le plateau BFM, avec un journaliste police-justice, avec une présentatrice, avec une journaliste du service politique de BFM, me saute dessus en me disant « Mais vous n'avez pas honte de dire ça, etc. » Enfin, c'est honteux, vous tenez des propos en fait qui sont nauséabonds, qui mêlent l'amalgame et le racisme, enfin, vous voyez, assez cliché. Ouais. Et je prends un pari à ce moment-là, je leur dis « Mais écoutez, moi je vous prends le pari que les noms des personnes qui ont attaqué la fête de Crépol auront des noms à connotation africaine ou maghrébine. » Là, sur le plateau, évidemment, on me regarde, on me dit « Mais attendez, mais
vous prenez un pari, vous allez regretter en fait, vous allez regretter à tous les coups, c'est ridicule, etc., etc. Je sors du plateau, le journaliste police-justice vient me voir et me dit mais attendez, mais faut pas dire ça à l'antenne, etc. Et je lui dis mais attends, est-ce que c'est vrai ou pas? Et là il me dit oui, mais pour l'instant on peut pas encore le dire. Et en fait 2-3 jours plus tard, on connaîtra les noms des présumés, parce qu'il faut rester prudent, auteurs de ces faits-là. Il n'y a pas un nom à connotation française. Alors oui, peut-être qu'ils sont français. Peut-être qu'ils sont français de papier, peut-être qu'ils sont... Mais exactement, mais en fait, encore une fois, le sujet, c'est pas de savoir s'ils sont français depuis une génération ou s'ils ne le sont pas encore. Le sujet, c'est évidemment encore des personnes qui en sont issues à minima et qui ont voulu, rappelons-le, partir vers l'Espagne. Je suis pas sûr que c'était pour rejoindre des corridas ou aller faire la fête au Camp Nou. Voilà. Non mais c'est ça, c'est vraiment la confrontation de civilisations. Ce que nous disait Nicolas Boutin avec d'autres mots tout à l'heure, c'est que en fait ces jeunes de Crépol ne s'attendaient évidemment pas à un tel déferlement de violence. On n'a jamais connu ça là-bas. Là-bas on se bat avec les poings. Il nous disait ça arrive, des bagarres, des règlements de compte, même entre potes, des choses comme ça. Ça, on n'est jamais préparé à une attaque de telle ampleur. Surtout, et encore une fois, c'est le drame de cette affaire, parce que certains disaient oui mais c'était pas prémédité, qu'ils venaient pas pour tuer des blancs. Oui, bien sûr. Deux choses l'une, non seulement ils l'ont crié visiblement, selon en tout cas les garçons de Crépol, que j'ai plus tendance à croire que les autres. Et deuxièmement, encore une fois, ils se baladent avec des lames. C'est-à-dire que je reprends les exemples qu'on avait pris à l'époque, notamment après l'édito de Patrick Cohen, qui avait fait grand bruit en minimisant le mot est faible, ce qui s'était passé là-bas. Mais moi, je ne me balade pas avec une lame, ou en tout cas, si je vais à une soirée pour me faire des amis, je me balade pas avec une lame. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant, Maud, parce que oui, des bagarres, il y en a toujours eu. Oui, il y a toujours eu des quartiers chauds dans tous les pays du monde, dans les pays les plus sécurisés comme dans les pays qui le sont le moins. En revanche, une différence à noter, c'est qu'aujourd'hui en France, des banlieues les plus chaudes de Marseille, en passant par celles de Paris, en passant par les grandes villes, les métropoles françaises et maintenant les campagnes, il n'y a plus réellement d'endroits où nous sommes réellement tranquilles. Parce qu'encore une fois, pour être allé à Crépol, c'est un village de 500 âmes. 500 personnes. C'est-à-dire que pour y aller, pour que les gamins de Crépol, pour les gens qui habitent aux alentours, pour aller au rugby, pour aller au lycée, ils prennent le bus. Pour aller faire une grosse sortie à la ville qui est Romans-sur-Isère, qui est à côté, il y a 15 minutes de voiture environ, il y a au moins 20 minutes de voiture. Donc c'est pas non plus une bagarre de rue qui éclate entre deux, c'est des gens qui sont venus avec l'envie de troubler la fête à minima, voilà. Il y a une autre chose, après bien sûr Marie Falicon, je vous céderai la parole, qu'évoque Nicolas Boutin dans cette enquête, c'est les conséquences que ça a sur la composition des classes. C'est-à-dire qu'on parle de séparatisme au sein même des établissements scolaires. En début d'année, les proviseurs, les professeurs font bien attention à ne pas mélanger les élèves du quartier de la Monnaie, par exemple, avec des élèves qui viennent de Crépol ou de villages d'alentours. Écoutez, il y a un ministre de l'Intérieur qui disait il y a de ça, je crois, quelques années, et c'était pas un personnage d'extrême droite. Aujourd'hui, on vit côte à côte, demain on vira face à face. Vous voyez, on y est déjà dans un Drôme. Oui, c'est ça. Et dans certains endroits, il n'y a même plus de face à face ou de côte à côte parce qu'il n'y a plus qu'un côté. Voilà, c'est des personnes issues de l'immigration, c'est des personnes venues d'un autre continent. Et c'est intéressant d'avoir ce prisme-là et non seulement celui de Paris où là on dit non, pas du tout, le vivre ensemble, tout ça, ça fonctionne super bien. Bref, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, Stanislas Rigaud, là-dessus, mais j'ai l'impression qu'au début, il y avait ce terme rugbyman qui était accolé au nom de Thomas, un peu péjorativement au début, peut-être pour montrer le côté un peu violent, un peu bourrin, finalement, est-ce que c'était pas une rixe, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être que ce terme a pu être récupéré intelligemment en montrant justement que même des sportifs, même des rugbyman, même des personnes qui entre guillemets ne sont pas vulnérables peuvent effectivement mourir sous les coups de l'insécurité. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ça qui a changé. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais au début, le terme rugbyman, c'est vrai, était assez péjoratif dans les médias. 3 choses, Marie, vous avez raison. La première, c'est qu'on a essayé de faire passer cette attaque, et en tout cas c'est le couteau pour un règlement de compte, pour une rixe ou pour une bagarre qui a mal tourné. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Encore une fois, rappelons-le, certains étaient armés de couteaux, d'autres pas. Certains étaient chez eux, d'autres pas. Et certains ont déguerpi à la moindre occasion quand le drame a eu lieu. Deuxième chose, oui, le rugby, aujourd'hui, c'est un peu devenu l'équivalent du privé. Enfin, c'est le privé du sport, c'est-à-dire qu'il y a le privé, le public, quand on veut mettre ses enfants, et puis il y a le rugby et le foot. C'est-à-dire que si on n'a pas envie que ses enfants se fassent
emmerdés, si on a envie que les valeurs véhiculées soient les bonnes, on a plutôt tendance à les inscrire au rugby que les inscrire au foot. Alors en plus, ce qui est beau avec le rugby, c'est que c'est pas, dans les faits, pour connaître un petit peu ce sport et ce milieu, c'est pas un milieu de droite ou national, c'est simplement un endroit où on se respecte sur le terrain, où justement on peut avoir une bagarre générale qui éclate, on peut avoir des tensions sur le terrain, et après on se prend une bière et on discute à la fin du match tranquillement. Oui. Alors évidemment, le rugby n'est pas exempt de tout reproche, il y a sûrement des choses à améliorer dans ce monde-là et dans ce sport-là, mais globalement, c'est encore un endroit assez préservé. Et troisième chose, là où vous mettez aussi le doigt sur quelque chose d'important, c'est que oui, en fait, ces gens agressés à Crépol, c'est pas là, pardon, et c'est affreux, et même si c'était une victime, une victime au sens une personne faible, ou en tout cas une personne vulnérable, elle ne mériterait pas de se faire attaquer. Mais aujourd'hui, oui, il n'y a pas de protection de par son physique, de par les sports de combat qu'on peut faire, de par tout ça, parce que face à une lame, peu de gens sont capables de réagir. Alors certains y arrivent, et tant mieux, il faut les encourager, et encourager d'autres gens à savoir le faire, mais aujourd'hui, face à une lame ou face à une arme à feu, bah écoutez, comme dirait mon père, vous ne courez jamais plus vite qu'une balle. Donc bon courage à beaucoup de Français. C'est d'ailleurs ce qu'on avait constaté, je sais plus, c'était une ceinture noire ou quelqu'un qui était un sportif de très 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 haut niveau qui s'était fait planter, pareil. Il y a des rugbyman à Clermont-Ferrand qui se font agresser, qui se sont déjà fait agresser, alors je sais pas dans quel contexte, etc., mais des rugbyman et des joueurs professionnels qui se font agresser, hein, ça arrive face à un couteau, encore une fois, le couteau il sort de nulle part, vous avez il est 2h du matin, vous êtes à quelques bières. Mais d'ailleurs, avec Maud et Adèle, on avait fait un stage d'autodéfense justement avec Romain Carrière, exactement, pour ligne droite. Ouais, et vraiment, on invite nos auditeurs s'ils ont l'occasion, à s'inscrire à ces stages d'autodéfense, parce que c'est une pas mise en situation. C'est vraiment une mise en situation. C'est-à-dire qu'évidemment, face à une lame, on court, ça c'est évident. Mais ensuite, si on n'a pas le choix, il nous apprend les bons réflexes en tout cas. Donc c'était vraiment bien. Liselotte Dutreuil. Ouais, moi j'aimerais revenir. Alors, j'arrive en cours de route, pardonnez-moi si on se répète, mais est-ce qu'on a déjà parlé de cette accusation de racisme complètement délirante? Alors, racisme anti-blanc qui n'a pas été reconnu. Ça, on l'a dit, oui, concernant, mais effectivement, les à Saint-Thomas. En revanche, on a entendu des gens qui nous expliquaient, oui, mais en fait, Thomas, c'était un raciste parce qu'il aurait critiqué la coiffure de je sais pas qui, en la dénigrant. Oui, c'est vrai. Voilà, donc en fait, même quand un Français blanc se fait poignarder, se fait tuer avec des remarques racistes type on va planter ces blancs, etc. Même dans ce contexte-là, on arrive à nous faire avaler que c'est encore les blancs qui sont racistes, c'est-à-dire le niveau de maladie mentale, de détestation de soi, c'est-à-dire que vous avez totalement raison. On a essayé de faire croire que c'est parce qu'un jeune de Crépol aurait dit à un garçon qu'il avait une coupe de cheveux à la Chiquita, que c'était pour ça qu'il avait pris un coup de couteau. Enfin, pardon, mais... Et donc dire ça, coupe de cheveux à Chiquita, ça devient plus raciste que de dire on va planter des blancs. Et d'autant, et pour aller dans l'autre sens, Patrick Cohen, par exemple, pour ne pas le citer, à l'époque, reprend le Chiquita, mais qui est tenu, et après tout, peut-être que c'est vrai, c'est ce que disent les personnes présumées coupables de l'assassinat de Thomas. À l'inverse, les médias ou quelqu'un comme Patrick Cohen n'avait pas repris il faut tuer des blancs, on va tuer des blancs. Par cela, il dit oui, mais en fait, c'est la parole des amis de Thomas. Faut savoir, soit les deux paroles se valent. Si je me souviens bien, pour l'affaire Matisse, il y avait eu à peu près le même discours. Ouais, c'est-à-dire qu'au départ, les agresseurs avaient dit non, mais il a été raciste, il nous a dit un truc raciste. Et en fait, après, il s'est avéré que pas du tout. En fait, c'était juste, c'était autre chose. Alors, je sais plus quel était le motif. C'est terrible. Il n'y a pas de motif pour tuer. C'est comme si vous avez dit, lorsque vous entrez dans le studio, votre cravate est immonde, vous ne plantez pas. Quoi. Oui, mais vous ne pensez pas, donc c'est le problème. Non, mais pour être sérieux 2 secondes. Non, mais ce qui est amusant, c'est si on se l'ajoute très légaliste, qu'il y ait des propos racistes ou pas, les gens n'ont pas à se balader avec une lame. Et on ne règle pas le racisme à coups de couteau. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on a des policiers dans ce pays ou des gens qui, quand ils sont chez eux et qu'il y a un cambrioleur, ne peuvent pas se défendre. Par contre, s'il y a des propos qui pourraient être racistes, la meilleure défense et la réponse serait de sortir une lame. Et c'est là où on voit que ça ne tient pas debout une seule seconde. Et surtout, on peut quand même rappeler, pour pas que la situation s'inverse et que certains continuent à penser que c'est une rixe, que le videur a quand même eu les doigts coupés. Donc, c'est quand même grave. Et qu'il y avait un videur. C'est-à-dire que c'est quand même dingue de se dire que déjà, il y a... Oui, c'est vrai. Et Madame Vera Masson, je rappelle à chaque fois ses propos parce que je ne la lâcherai jamais là-dessus. Je pense que même avant de mourir, ce sera mes derniers mots. Madame Vera Masson qui a comparé l'événement à une scène de Roméo et Juliette, un règlement de compte entre 2 familles italiennes. Alors ça, c'était magique ce moment aussi, et elle est la traduction parfaite d'une caste d'intellectuels qui, dans ce genre de moment,
a l'impression que prendre le contre-pied en essayant de modérer les choses, de les inverser, en fait, ça vient leur apporter du crédit sur leur puissance d'analyse, leur hauteur de vue. Et ça, c'est quand même assez dramatique de constater qu'aujourd'hui, pour être considéré comme un intellectuel, parce que donc cette dame, elle est responsable d'études au CNRS, c'est quand même incroyable de constater qu'aujourd'hui, donc pour avoir ce crédit d'intellectuel, il faut faire un déni de la réalité. Peut-être d'ailleurs que ça les décrédibilise eux-mêmes. Bah, là, en tout cas, eux n'ont pas cette impression. Ensuite, j'espère que les Français, oui, je pense. s'y perdent. Je suis en train de lire en même temps, parce que évidemment, toute la presse, normalement, en parle des 1 an de l'assassinat de Thomas. Et là, c'est Libération. La droite et l'extrême droite s'emparent du sujet pour dénoncer une insécurité croissante dans les campagnes venues, selon elle, des banlieues sensibles. Obligé d'avoir ce genre de phrase dans l'Ibé, dans un article qui traite d'une mort injustifiable. Et en fait, ça pose la question aussi de la façon dont la gauche, nous, on nous accuse toujours de faire de la récupération politique, tout ça, parce qu'on en parle simplement et parce qu'on traite les causes de tous ces événements. Mais ce choix de la victime parfaite de la gauche, on peut en parler aussi. Les Philippines, ça n'a pas ému plus que ça la gauche. Alors, il y a eu un tweet de Sandrine Rousseau, c'est bien, ça fait du bien. Gisèle Pellico, dans un autre genre, et là on parle pas d'agresseurs, de violeurs maghrébins, il y en a, mais je veux dire, c'est pas une généralité, enfin il n'y a pas cette dimension-là. C'est quoi le problème de la gauche en fait avec ce genre de victimes ? Je pense qu'elles sont blanches, elles sont françaises, elles n'ont pas de casier judiciaire, elles ne supportent pas la France insoumise, elles ne sont pas des minorités ni de genre ni racisées, et quand on regarde leur dernier totem, leur dernière bataille pour des victimes, c'est Traoré. Et Traoré, il y a de quoi dire sur les Traoré, c'est une famille de multi-récidivistes, délinquants. Ils sont incapables de le reconnaître. Ah non, mais d'ailleurs, comme tous les ans, là d'ici 6-8 mois, il y aura de nouveau un retour de l'affaire Traoré pour X ou Y raison. Justice pour Traoré. Il y a eu évidemment le jeu de Naël. C'est toujours quand même globalement les mêmes profils de victimes de leur côté. Et d'ailleurs, on ne verra jamais Libération expliquer que c'est de la récupération de leur part. Non. Et d'ailleurs, je vais vous dire, mais la gauche ne fait pas de la récupération, elle fait de la politique. C'est-à-dire que quand il y a un fait de société, c'est aux politiques et aux médias de le traiter. Et donc, c'est pas une question de récupération ou pas, c'est juste une question de si on veut faire de la politique, il faut se baser sur le réel. Et le réel, il est incarné par des faits du quotidien qui nous sont présentés. Donc il faut arrêter de ce débat débile. Moi je vous dis, c'est un débat débile sur la récupération ou non. Tout le monde, dès lors que l'on fait de la politique, fait de la récupération. C'est-à-dire que quand on parle de Notre-Dame de Paris, on fait de la récupération d'un drame pour après avoir des opinions divergentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent changer les vitraux, d'autres qui ne veulent pas, d'autres qui veulent faire payer l'entrée, d'autres pas. Oui, en fait, ça s'appelle de la politique. Et comme on dit, tout est politique. Donc tout est récupération. Est-ce que vous avez l'impression Est-ce que vous avez l'impression que ce terme de francocide utilisé par Reconquête justement a fait son chemin, a peut-être gagné de plus en plus Je pense, mais encore une fois, le mot francocide, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pour mettre un mot sur un phénomène qui est de plus en plus courant. La gauche l'a fait pour beaucoup de choses, racisme systémique, féminicide, etc. C'est aussi à nous de gagner cette bataille sémantique et culturelle. On parlait tout à l'heure de la place des médias et de leur façon d'expliquer les choses, que ce soit par Madame Vera Masson, Patrick Cohen ou Libération. C'est aussi à nous d'avoir notre récit. Non pas, et qu'on soit très clair, non pas de changer la vérité ou le réel, mais simplement de le nommer de façon efficace. Et nous, ce qu'Éric Zemmour a voulu dire à l'époque avec francocide, et ce qu'il dit encore aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, sur notre sol, des personnes, consciemment ou non, tuent des Français. Des Français sont tués par des personnes issues ou immigrées. Et c'est un phénomène qui, ne le rate pas trop. Et sur ce terme-là, pour être très précis, pour en finir là-dessus, je me souviens qu'en 2022, Éric Zemmour le lance, beaucoup de journalistes étaient goguenards et expliquaient que c'était ridicule, etc., que c'était encore une façon de faire du bruit pour faire du bruit. Aujourd'hui, le terme francocide, en seulement 2 ans, a pris une autre ampleur. Et surtout un autre écho, parce qu'entre ce qu'Éric Zemmour dit en septembre 2022 et novembre 2024, date à laquelle nous sommes, quand il y a eu Philippines, Thomas, Lola entre-temps, les journalistes goguenards doivent aujourd'hui se dire qu'ils auraient mieux fait de fermer leur gueule. Ouais, je pense même pas. Bon, j'espère pour certains. Puisqu'on parle des termes, des mots employés pour définir tout ça, est-ce qu'on peut pas tout simplement parler systématiquement, et là dans le cas notamment de Thomas ou de Nicolas, qu'on n'oublie évidemment pas, de scandale d'État? Dans ce cas, il y a des scandales d'État tous les jours, Oui,
Mais c'est Oui. peut-être qu'il y a des gens scandaleux au sommet de l'État. Oui, c'est une bonne réponse. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je crois qu'on avait la discussion la semaine dernière, mais où il y a Non, deux mais de semaines avec vous. responsabiliser en fait davantage. Mais moi, l'État je dans suis ce- d'accord, il faudrait, mais c'est comme il faut évidemment responsabiliser les juges. Enfin, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup en ce moment pour d'autres raisons. Mais oui, un sujet évidemment sur notre système de justice. Un jour ou l'autre, comme on a pas mal dit ces derniers temps, il va falloir que l'on juge les juges et qu'on s'intéresse aussi à ce qu'ils font et aux décisions qu'ils prennent. Voilà, parce que les multirécidivistes et les exemples ne manquent pas qui sévissent dans le pays, ils sont plutôt légion. Oui. Et d'ailleurs, voilà, les Philippines, il me semble, si je dis pas de bêtises, Marie, mais vous me confirmerez que l'assassin de Philippines était lui aussi un. Il était sous OQTF, oui. Ouais, mais il était pas récidiviste. Si, il avait agressé. Bah, une si, femme. il Voilà, En 2019, il avait été condamné bien pour sûr. un premier viol. Ouais. Voilà. Une peine qu'il n'avait pas fait intégralement, bien sûr. D'ailleurs, la victime a expliqué que si elle s'en était sortie, c'est parce qu'elle lui avait fait croire que oui, il pourrait vivre une merveilleuse histoire d'amour, sinon elle y serait probablement passée aussi. Comme la première victime du meurtrier d'Anne-Lorraine Schmitt. C'était Ah ça oui, aussi. d'accord. Elle Oui, lui donc avait- c'est sourd des récidivistes. De toute façon, Voilà. on peut faire la liste. Ouais. On parlait tout à l'heure de la façon dont la gauche légitime certaines choses ou parfois excuse. Enfin bon, c'est très bizarre. Il y a eu des militants de la cocarde étudiante agressés à Paris dans le 13e arrondissement cette semaine, si je ne me trompe Sur pas. le campus de Tolbiac. Sur le campus de Tolbiac, évidemment. Face à l'ESJ, on parlait de l'ESJ tout à l'heure, Oui, l'école de c'est vrai. journalisme là, que vient de Rocha Bolloré. Bon, bref, rien à voir. Mais bref, des militants de la Et cocarde pas que étudiante. Bolloré, j'aime. Oui, Bolloré, Les Dassault, Benzman, Arnaud. Dassault, Il y a Arnaud. toute une armée de. Les milliardaires français s'unissent. C'est très bien, parce que vu l'état de cette école. Parce qu'en ce moment, c'est les élections étudiantes, c'est ça, et c'était mardi, si je me trompe pas, alors que les étudiants tractaient à ces militants donc de la cocarde. Et ils se sont fait agresser à coups de cutter. Bah ouais, c'est bienvenue en 2024 quand on est militant de droite. Alors déjà, évidemment, plein et total soutien pour ces militants de la cocarde, qui sont des militants courageux, qui défendent leurs idées à visage découvert, et qui ne cachent pas leurs convictions. Donc c'est courageux, surtout dans des endroits comme Tolbiac. Tolbiac qui est aujourd'hui un espèce de centre pour dégénérés mentaux d'ultra-gauche qui arrive à se mettre en grève ou en blocage de fac à peu près tous les 4 mois en fonction de la météo et en fonction des lacets choisis par le président de la République ou l'Assemblée nationale. Donc évidemment plein soutien à eux, mais bon, encore une fois, c'est pour avoir beaucoup suivi par le passé la cocarde étudiante et d'autres mouvements étudiants, les agressions sont monnaie courante. Oui. Alors là, c'est au clutter, donc Mais là, évidemment heureusement, oui, il n'y a pas eu de on en blessés parle, graves. mais nous, on en parle. Mm. Encore Oui. une fois, imaginez la chose dans l'autre sens. Je sais que c'est un bateau et d'un banal ce que je vais dire, mais Non, mais... si des militants de l'UNEF se faisaient agresser au clutter par des militants de l'UNI ou de la cocarde étudiante, TF1 ouvre dessus, voilà. Et c'est pas on serait compliqué. légitimement Si outrés. le quadruple, le multi redoublant Victor, je sais pas quoi, Menez, là, se prenait Le une mec a pichenette. 42 ans, il est toujours. Et il a 42 ans, ça pourrait être mon père, et il est encore en fac. Mais c'est vrai, c'est un. Pour faire de l'idéologie. Non, mais moi, ce type-là, moi, je l'ai connu, je l'ai pas connu en direct, j'ai Ouais. pas eu la chance de le côtoyer de près. Mais par exemple, lui, en 2019, 2018, je sais plus, quand je commence mes activités militantes, il est déjà là. Ah, bien sûr. Et la vanne, c'est déjà de dire qu'il est multi-redoublant. Et là, on 5 ans revoit, plus tard. quasiment 6-7 ans plus tard, le Toujours type là. est toujours là, à Sur la les fac, blocus. en train de beugler. Ouais. Mais il bug là, c'est-à-dire que Oui. il bug, Ah il oui, bug. il faut voir les vidéos quand même. C'est parce que un espèce de saltimbanque qui a dû faire 15 licences différentes pour toutes les redoubler. Et Mais ça- après, mais- ce type-là nous parle de bourse et de place dans les facs. Mais casse-toi dans ce cas-là. Ouais. Arrête de nous emmerder, tu veux de la place pour les gens, bah dégage. Mais Voilà. ça montre que ces gens-là sont C'est pas dingue. là pour étudier, mais évidemment pour faire du buzz, pour diviser et pour placer leur idéologie là où Bien ils le sûr. peuvent. Quoi. Bien Mais sûr, d'ailleurs, il faut évidemment. dire, et à nos auditeurs qui sont soit étudiants, soit qui ont des enfants qu'ils sont, soit des petits-enfants qu'ils sont, allez voter aux élections à la fac, parce que Oui. en réalité, c'est qu'il n'y a juste pas de participation. Hein. Ouais. C'est pas que ces mouvements-là sont réellement majoritaires, c'est encore une fois ceux qui gueulent le plus. Mm. Et moi, je le rappelle souvent, mais quand il y a des blocages, faut pas croire, hein, c'est une minorité qui bloque, une petite minorité qui essaie de Ah débloquer. oui, oui. Et une grande majorité de gens qui sont très contents, notamment en hiver, de rester chez eux Bien sûr. et de faire la fête la veille, ou de pas aller en cours, ou de louper leur partiel. Hein. Faut Ouais. pas se Ah mentir bah non ça, je plus. pense qu'on l'a tous vécu. Voilà, hein, ceux qui sont passés voilà, par le faut le public, dire en tout aussi, cas, parce que là, ouais. se la jouer, les types, ils veulent tous faire le blocage. Non. Ah ouais, ouais. Moi, si je pouvais dormir jusqu'à 10h, je dors jusqu'à 10h, hein, faut arrêter les conneries. Vous n'avez pas débloqué les facs cette année. Ça suffit. Oh. Non, mais ça, en plus, le problème, c'est que ça Je vais vient. débloquer Radio Courtoisie. Oh non, quand même. Non, mais le problème, c'est que ça vient même pas que des étudiants.
décision, tout ça, c'est aussi les professeurs. Là, je sais pas si vous aviez peut-être vu une vidéo partagée par l'Uni, justement, d'une professeure à l'université de Tours qui prenait à partie donc des membres de l'Uni de Tours et en leur disant on veut pas de fascistes ici. Enfin voilà, même les professeurs s'adressent de cette manière aux élèves et ne veulent pas d'eux finalement. Et en même temps, on a Sciences Po Paris qui interdit une conférence de Rima Hassan. Ouais, mais bon, enfin, ça, c'est un peu le sujet. C'est est-ce qu'on est content, oui ou non ? Moi, j'ai plutôt tendance à dire, moi, on entend Rima Hassan, mieux je me porte, mieux on se porte. Et vous allez me dire, ça peut pas être à sens unique. Si on et à l'inverse, voilà, moi, je considère que oui, elle porte des sujets qui sont. Elle fait porte-voix de beaucoup de gens qu'on déteste et qu'on a des raisons de détester. En fait, c'est plus l'historique de Sciences Po, à mon avis. Mais est-ce que ce soit Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans les facs ? C'est une question qu'on peut se poser aussi, légitime, non ? Ouais, enfin après, Sciences Po, c'est une école de sciences politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrêtent le sketch aussi. Il faut qu'ils arrêtent d'être des. Moi, en fait, dans un monde idéal, j'aimerais bien que Rima Hassan puisse y aller et que des étudiants puissent l'interpeller en lui disant écoutez, vous racontez n'importe quoi ou je ne sais quoi. Maintenant, c'est un peu le débat. Et en fait, et moi, ce qui m'énerve, et là, j'en parle parce que je sais qu'on est sur une radio amie, mais c'est un peu le débat, moi, qui me traverse. Est-ce qu'il faut être honnête intellectuellement et dire Rima Hassan n'a qu'à venir, et si on n'est pas d'accord, on la conteste, on la boycotte, on n'y va pas. Ça, c'est ma position honnête intellectuellement. Et puis, il y a ma position qui est plus politique en termes d'efficacité, c'est de se dire Rima Hassan, si je me fais interdire d'une fac, jamais de sa vie, elle n'aurait le moindre début de soutien. Bien sûr. Et donc, pourquoi faire à ces gens-là des cadeaux qu'ils ne nous feront jamais. C'est-à-dire, pourquoi leur dire ah bah attendez, Rima Hassan, après tout, oui, moi je me battrai toujours pour que vous ayez le droit de parler, Voltaire disait que voilà, eux le font pas, donc et surtout eux seraient bien contents de pouvoir nous envoyer des pavés dans la figure si on arrivait à Sciences Po. Donc je suis un peu divisé sur ce sujet, j'arrive pas à être totalement tranché, pour être franc. Il y a une autre actualité, puisqu'on parle toujours de la gauche, Marine Tondelier qui veut interdire X. Comme c'est news, elle dit. Comme c'est news. J'attends votre réaction. J'avais pas vu. C'est vrai ? Non, j'ai cru que vous parliez du X au début. Non. Je me suis dit de quoi me parler. X, ancien Twitter, plateforme d'Elon Musk, on aurait dû préciser. Oui. En fait, faut tout le temps préciser, c'est dingue. Non, mais oui, bah écoutez, qu'elle parte de Twitter déjà, voilà, bon bah top, bonne nouvelle. Non, mais peut-être que je vous dise, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui au lieu partent. de nous emmerder, quittez Twitter, ça vous fera pas de mal. Hein. Moi, il y a des médias qui commencent à quitter X, justement. On a appris ce matin qu'il y a le quotidien Ouest France, voilà, qui a décidé de partir du réseau. Voilà. Ça m'avait parfaitement échappé. Pour aller sur des réseaux alternatifs. Je me souviens plus. Il y en a deux, mais j'ai oublié les noms. Donc il y a Mastodon, je crois, et l'autre. Ça va devenir moins drôle Twitter et en même temps plus sympathique. Il n'y a pas un Blue quelque chose. Ah oui, ils vont créer un réseau alternatif. Ah non, les réseaux existent déjà, ils sont en train d'être mis en place. Ils vont retourner sur Facebook en fait. Ils vont aller sur un de ces réseaux associés. Non, mais c'était pour rebondir sur le fait que X va sûrement être boycotté par pas mal de gens, puisqu'il est trumpiste, muskiste. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça a évolué plutôt dans un sens de liberté d'expression plus que de censure. Ça, c'est assez évident. C'est ça qui les emmerde. Mais parce que Marine Tondelier prend l'excuse de on aimerait bien que tout le monde n'ait pas le droit de. Enfin, oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Non, encore une fois, qui s'applique à un principe de cohérence. S'ils n'ont pas envie d'être dessus, qu'ils n'y aillent pas. C'est comme absolument. Ils font ce qu'ils veulent, encore une fois, on n'a pas besoin d'eux. C'est ce qu'on fait pour le X en général. C'est la méga de la vie J'ai pas entendu. Chacun fait pour le X en général. Voilà. Ça dit des bêtises et puis on entend ils s'exploser de rire derrière. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils font bien ce qu'ils veulent après tout. Oui. Et puis on s'en fout. Enfin on s'en fout. C'est pas la vraie vie non plus. Oui, c'est ultra utile, il faut s'en servir, mais bon. Moi, quand je vais sur Instagram, qui est une plateforme objectivement de plutôt gauche. Assez woke. Assez woke, en tout cas, à minima. TikTok. C'est un outil politique, un outil de communication après tout. J'ai un compte, j'ai dû créer un compte. On vous a imposé. Non, pas imposé, mais ça, c'est pareil, c'est pour communiquer avec les gens, entre guillemets. Mais j'ai supprimé l'application et je m'en sers plus depuis la fin des campagnes de la campagne. En fait, il y a tellement de. Faut pas perdre son temps. Le niveau est tellement dingo. Ça pollue, hein. C'est-à-dire qu'un jour, je mets une vidéo, une histoire vraiment très drôle, un extrait pendant le mois d'août, il y a 1 an. D'Éric Zemmour, justement, qui fait un discours au Trocadéro et qui parle de, c'est moins drôle, mais de Lucien Legros, qui sera fusillé dans quelques heures et qui envoie une lettre à ses parents. Ah oui. Et donc, le moment assez émouvant du discours, il rapporte les propos écrits par Lucien à l'époque. N'importe qui avec un cerveau comprend que Lucien Legros n'a pas été fusillé en 2022, pour reprendre l'année du discours. Et on comprend très vite qu'on parle, à minima de guerre mondiale. Il y a, parce que la vidéo fonctionne bien, 2000 commentaires, mais 2001 qui disent à peu près tous la même chose. Ouais, c'est qui Lucien ? Force Lucien, bon courage. Mais Lucien. non. Je vous assure,
j'ai les meilleures captures d'écran de ce truc-là. Et en fait, il y a des centaines et des centaines de commentaires qui disent ouais, soutien, ouais, pourquoi il parle de lui, wesh. Et genre, Lucien, c'est quoi ce prénom? Mais Lucien, il était gros. Et je vous assure que c'est pas. Oh non. Et en fait, c'est pas comme sur Facebook où ça va être Tati Boomer qui va mettre cordialement bonne app en pensant qu'elle est en privé. C'est juste là vraiment des gens qui comprennent pas. S'ils peuvent apprendre en tout cas des choses intelligentes grâce au réseau. Oui, c'est la même chose. C'est un débat. Bon merci beaucoup, c'est déprimant. Merci Stanislas Rigaud. Ne retournez pas sur TikTok, préservez-vous. Lisez Philippe de Villiers, Valeurs Actuelles. Et on lit Philippe de Villiers, évidemment. Et écoutez Ligne Droite. À la semaine prochaine.